Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre sur Canal M. Aujourd'hui, ce sera une émission tout en profondeur. Alors, je vous explique. Je reçois Renée Rivet, présidente fondatrice de Regain Groupe Conseil, alors firme spécialisée en management. Consultante en management depuis une trentaine d'années, Renée Rivet a laissé une empreinte sur des dizaines de milliers de dirigeants et dirigeantes de par le monde. Alors pour cette femme généreuse, passionnée de l'humain, faire ensemble est une guidance, tout comme avoir le courage d'être soi. Bonjour Renée Rivet. Bonjour Marjorie. Alors, bienvenue à Vivement les femmes. Et puis, merci à toi d'avoir fait le chemin aussi de Québec à Montréal. Parce que c'est toujours mieux d'être connecté dans un studio en présentiel, le fameux maintenant mot qu'on dit souvent. C'est rendu un privilège. Voilà, exactement. Exactement. Renée, j'aimerais ça que dans un premier temps, que tu décrives un peu ta carrière, tes débuts. Je sais que tu as travaillé aussi avec Père Pellado. Donc, de nous faire vraiment, comment je veux dire, trouver aussi, se connecter à toi pour tout ce parcours qui est quand même un parcours incroyable. Surtout qu'après, rendu à 35 ans de métier, oui. J'ai l'impression que c'est plus un livre, c'est une encyclopédie. Mais en fait, je pense que je commencerais peut-être par dire que déjà à l'âge de 10 ans, j'avais un rêve oui. qui était déjà une forme d'inspiration pour moi. Je savais déjà que je voulais contribuer à apaiser les relations. C'est déjà très, très fort en moi. Oui. Et je me disais, je vais essayer de le faire avec les animaux parce que ma guérison d'enfant s'est faite avec des relations de confiance avec des animaux. Et je me suis dit, je vais être zoothérapeute. Alors, je vais faire ma médecine vétérinaire et tout ça. Mais malheureusement, je n'avais pas cette intelligence de la science, la biologie, la physique, la biochimie. Je n'avais pas cette intelligence-là. Donc, faute de le faire avec les animaux, je dois le faire avec des humains. Et c'est là que j'ai été faire mes sciences sociales, et c'est là que j'ai eu un premier emploi avec Pierre Pellado au siège social de Québécois. C'est ça, qui a été déterminant. Hein? Ah, ça a été foudroyant. Foudroyant par la rencontre avec un homme qui, à la base, pouvait terrifier énormément de gens. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé pour moi. C'est comme si j'étais conseillère en ressources humaines, donc je souhaitais faire ce que j'aspirais, c'est-à-dire d'amener effectivement dans les relations de travail quelque chose de nouveau, ce qui s'est pas passé parce que j'étais plus au niveau de la technique, et c'est pas ce que je voulais. Mais la rencontre avec Pierre Pellado, qui était un homme intense, qui était un homme qui était d'une authenticité assez décapante pour les gens qui l'ont connu. Mais moi, c'est comme si la connexion avec lui, j'ai vu l'inverse. J'ai vu la sensibilité de cet homme-là. J'ai vu que plein de comportements qu'il avait étaient des mécanismes de survie, des mécanismes de protection. Et c'est ça que j'ai vu, et j'ai senti qu'il avait vu que j'avais vu. OK. Et je n'avais que 24 ans. Oui, c'est ça. Oui. J'étais toute jeune. Encore toute jeune, pas encore beaucoup d'expérience. Tout à fait. Alors cet homme-là ne m'impressionnait pas. Je n'avais pas peur de lui. Et c'est là que on a dû avoir quelques discussions très franches, lui et moi. Et il a beaucoup estimé ma façon de me positionner, ma façon d'être. Et j'ai reçu de l'estime de lui. Et c'est là qu'a été une révélation pour moi. Ça fait, avoir le courage de dire ce qui était vrai pour moi. Je pouvais être estimée par quelqu'un d'une autorité aussi forte que lui. Et ça a été un bouleversement dans ma vie. Un bouleversement positif, bien sûr. Mais ça me fait voir tout un autre pan de possible dans ma vie d'adulte. Et je me suis dit, je ne sais pas ce que M. Pellado a vu en moi, que je suis en train de découvrir. Et je me suis accrochée à son regard. Et c'est là que j'ai commencé un cursus de thérapie. Je vais aller voir ce qu'il a vu en moi pour qu'il me donne cette estime
qui ne donnait pas à beaucoup de gens. Je comprends, oui. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre c'était quoi la résilience. Comment c'est important d'avoir un lieu de sécurité avec quelqu'un, d'avoir un tuteur de résilience. Oui. J'étais pas encore totalement consciente de ça. Ça s'est fait 20 ans après où j'ai pris conscience de l'impact de qui il a été dans ma vie. Oui. Mais ça a été un révélateur, un grand révélateur. Ouais. Tu as été auteur du livre best-seller qu'on a connu en 2004, donc, qui a pour titre Tintin, Milou, Haddock. Moi, je me pose la question, d'où vient cet intérêt pour ces personnages? Parce que ça a été moi, mes lectures d'enfance. Donc, alors, et puis je connais tous par cœur ces personnages-là, mais qu'est-ce qui a été inspirant? Comment tu as fait cette découverte? C'est très intéressant parce que c'est d'où l'intuition, la beauté de l'intuition. Oui. C'est que j'avais un défi professionnel. J'étais à l'époque à mon compte, donc j'étais consultante déjà. C'était en 94 qu'est arrivée l'idée, donc j'avais 33 ans à l'époque. Et j'avais un groupe assez difficile à accompagner. C'était des gens très, très, très expérimentés, un gros niveau d'ancienneté, peu scolarisés. Et il n'était pas très, très chaud à la formation, qui était une formation obligatoire par l'employeur. Et là, je me suis dit, j'ai pas les conditions gagnantes. J'ai pas du tout les conditions gagnantes pour aller chercher ces participants-là. Et dans ma tête, j'ai dit, il faut que je les anime autrement. Et en disant animer, j'ai vu bande dessinée. Ah, ça s'est fait comme ça. OK. Ça s'est fait sur le coin d'une table avec mon collègue, Paul. Et je dis, Paul, il faut les animer avec quelque chose. Et on a commencé par Astérix. Puis on s'est dit, non, c'est pas positif. J'ai été au Dalton. Non, c'est pas positif. Everest, c'est pas très positif. Et là, je suis tombée sur Tintin. OK. Et en plaçant les 5 personnages de Tintin, j'ai vu que c'était pas mal la configuration de la méthodologie des styles sociaux de Blake et Mouton que je connaissais. J'ai fait, mais Paul, c'est incroyable. Ben, allons-y. Et ça s'est fait comme ça. Et les gens ont complètement été subjugués par ça. Et les gens ont été très ouverts à la formation. Et là, j'ai dit, j'ai un succès dans ça. Et c'est là que j'ai eu les premiers contacts avec Moulin Sarr, avec La Veuve d'Hergé et tout ça. Et la grande aventure a commencé. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de complexité, d'aventure. C'est ça. C'est quelque chose d'aller chercher les droits. Mais ça a été quand même un best-seller. Donc, ça veut dire que vraiment, les gens ont été complètement interpellés par ce livre, mais par les personnages. Ah oui. C'est là que j'ai vu, comme tu dis exactement, c'est que ça fait partie de l'imaginaire. Et c'est là que j'ai compris que ce sont des archétypes qui font partie de l'inconscient collectif. Et c'est là que j'ai dit, je vais mettre mes valeurs, ce qui est important pour moi, d'amener de la sécurité dans les relations, d'apprendre la beauté de la complémentarité. Que Haddock, il y a quelque chose de magnifique qu'il porte. Tintin, il y a quelque chose de magnifique. Dupont, et on les porte tous. Et c'est là qu'a été ma quête. J'ai commencé toute la recherche scientifique pour bâtir un test, pour aller voir les parties de nous qui, des fois, s'entrechoquent, s'entredéchirent, se mettent en compétition, quand dans le fond, on veut juste être bien. Et trouver ce lieu de sécurité en soi et où on a développé la notion de devenir son RG personnel. Devenir le créateur de son aventure. Quelle aventure veux-tu faire de ta vie? À quelque part, tu es 100% maître de toi. Tu es 100% à quelque part responsable quand on devient adulte, bien sûr, avec un préfrontal mûr. Je suis aussi responsable de ce que j'ai envie de faire de mon histoire. Je ne suis pas responsable de mon histoire. Je ne suis pas responsable des violences de mon histoire. Mais la relation à elle, oui. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon aventure de vie? Et là est arrivé tout le concept et les gens adorent ça. Et c'est pas menaçant, c'est drôle, on rit beaucoup, on rit de soi, puis on voit l'autre aussi se dévoiler devant nous, puis on fait « Mais t'es tellement belle! » Moi qui pensais qu'il y avait des comportements que je comprenais pas de toi, je me sentais menacée ou autre, mais là, je vois ton intention et j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie d'apprendre de toi. À travers cette approche. Ben oui, à travers ta complémentarité. Qui fait de moi quelqu'un de meilleur être humain parce que tu es justement différente de moi. Je peux apprendre de toi dans cette rencontre. Et ça nourrissait complètement toutes mes croyances. Ah oui.
Je poursuis ma discussion avec Renée Rivet, présidente fondatrice de Regain Groupe Conseil, firme spécialisée en management. Renée, dans ta vie professionnelle et aussi personnelle, il semble y avoir eu un avant et un après. Il y a eu le suicide de ta conjointe et un après. Qu'est-ce que ce drame a apporté de constructif dans ta vie? Ça l'a bousculé profondément mes croyances de base. Ouais. Celle, entre autres, de savoir qui suis-je vraiment. Mm-hmm. Parce que mon identité première, professionnelle surtout, et même personnelle, était d'aider les gens à aller le mieux possible. Oui. Et quand je me suis rendu compte que j'ai même pas pu soutenir celle que j'aimais le plus au monde, ça a été un bris identitaire. Fait que ça fait comme, mais qui suis-je? Oui. Mais qui suis-je? Et c'est comme si toute cette construction dans le milieu dans lequel on est, dans la construction culturelle du Québec, de ce que c'est qu'une performance aussi au travail, parce que moi, je travaillais 80 heures par semaine. Oui. Je travaillais 6 jours par semaine. J'étais constamment, toujours. Puis en plus, j'avais du succès. Donc, comme femme d'affaires au Québec, en plus, les gens, le milieu d'affaires a ses croyances au Québec, ce qui nous met sur un piédestal. Exactement. Et on est pris dans un tourbillon à quelque part qui ne me ressemblait pas du tout. Et le suicide de Daniel, me fait voir aussi que les souffrances non traitées fait basculer une vie. Et Daniel était une personne avec des valeurs exceptionnelles, avec une force de vie extraordinaire. Mais ses blessures étaient tellement grandes et le courage de les rencontrer a fait en sorte qu'elle a choisi une autre route pour se guérir. C'est pas le choix qu'on aurait voulu qu'elle fasse, mais c'était sa vie. Elle avait 50 ans, donc à quelque part aussi, il a fallu que j'accepte que c'était sa façon de se guérir. Et de l'aimer assez pour la laisser partir dans son chemin à elle. Et je me suis dit, je vais aller avoir le courage d'aller dans mon chemin à moi pour me guérir, parce que je ne savais plus qui j'étais, Marjorie. Plus du tout. Donc, j'ai laissé mon entreprise à ma directrice générale. Mon fils à la maison, qui avait 19 ans à l'époque, donc il pouvait très, très bien aussi s'occuper de lui. Il y avait un papa aussi, qui pouvait aussi très bien. Alors, je suis partie à l'aventure seule avec moi-même. Et j'étais dans des pays que je ne connaissais pas. Et j'avais besoin de me perdre pour me retrouver. Et c'est là que j'ai été profondément en moi. Et j'ai rencontré, bien sûr, j'étais en Asie, j'étais en Inde. L'Inde a été transformatoire au possible. Au Népal, qui a été aussi une autre construction, mais j'ai rencontré le meilleur et le pire de l'être humain. Et souvent dans le même être humain. Et c'est là que j'ai eu plein de nuances qui se sont faites. Et c'est là que j'ai vu que j'avais juste une envie, dans le fond, Marjorie, c'est d'être un bon être humain. D'être capable, dans mon regard, dans ma présence, d'amener juste une espèce de sécurité, de laisser tomber les jugements, de laisser tomber ses a priori et surtout d'arrêter la quête à la performance. Courir après quoi? C'est ça. Tu as dit, à un moment donné, c'est ça justement, que tu as dû quitter le Québec pour te retrouver. Est-ce que selon toi, on a besoin d'aller ailleurs? Et puis ce que j'ai aimé aussi, à un moment donné, tu as dit aussi que le fait de rencontrer des gens qui étaient quand même, qui vivaient avec très peu, qui étaient démunis aussi, ça a révélé quelque chose en toi. Donc, est-ce que selon toi, on a besoin d'aller ailleurs pour mieux se retrouver? Chaque personne a sa route, chaque personne, mais je crois que surtout maintenant, je me suis développée en résilience, je crois qu'il faut des chocs de vie pour réveiller quelque chose, éveiller cette partie de nous qui est programmée. Et tant qu'on reste dans nos programmations puis qu'on ne se pose pas de questions, à quelque part, on pense que la vie est bien, là, puis qu'on est ce qu'on est. Là. Et la vie, de toute façon, est rarement un grand fleuve tranquille. Alors, on a chaque étape de vie où on va vivre des choses. Et pour moi, maintenant, je vois que nos chocs de vie sont des révélateurs de qui nous sommes. Nos frustrations, nos angoisses, nos anxiétés sont des révélateurs qui essayent de nous shaker un peu le système nerveux pour dire qui es-tu vraiment? C'est en train de dire, quels sont tes besoins? Parce qu'on devrait être apaisé. Peu importe ce qu'on vit. Et l'Inde me fait découvrir ça. Parce que des gens, effectivement, qu'au Québec, on n'aurait pas survécu 10 jours dans certaines situations. Là, on n'est pas bâti pour vivre ça. Là. Non, tout à fait. Puis même en Haïti, on n'est pas bâti pour vivre des choses comme ça, parce qu'on est dans la ouate au Québec. Là. Tout à fait. Alors, il faut aller ailleurs pour voir à quel point on est dans la ouate ici. Mais si je n'ai pas vécu autre chose, je ne peux pas comparer. Exactement. Et j'ai vu des gens en menace de vie
et d'avoir un sourire intérieur, une quête, une présence lumineuse. Mais je fais, comment faites-vous pour être comme ça? Et cela, j'ai appris de ce que c'est d'être dans le moment présent. Oui. Je ne sais pas de quoi demain fait. Est-ce que je peux profiter du moment présent et d'aimer quand même? Et j'ai rencontré ces gens-là. Donc, en faisant tout ce parcours. Oui. Quelle leçon! Quelle leçon! I want more of it. J'en veux plus. Je vais intégrer ça dans ma vie. Bien sûr. Mais oui, c'est apaisant. La résilience est aussi un concept important pour toi. Tu l'évoques dans tes écrits. Puis tout à l'heure, tu as même parlé du concept, le tuteur de résilience. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la résilience, Renée? La résilience, c'est, selon ce que moi j'en ai compris, là, c'est vraiment la capacité de continuer une route positive avec le difficile, avec les chocs de vie, et d'être capable de voir ce qui est beau là-dedans et se transformer. Quelqu'un qui a passé un processus de résilience réussi n'est plus jamais la même personne, mais de façon améliorée. Et découvre une nouvelle croyance, une nouvelle priorité de vie, une nouvelle façon de voir la vie. Alors, c'est ça qui est beau dans la résilience, c'est qu'on voit la vie, c'est une façon de voir la vie, c'est que la vie va nous apprendre si on a l'humilité d'apprendre d'elle, et elle va nous montrer la route. Si j'ai la capacité et la volonté d'aller toucher ce qui est là pour moi, je vais me transformer comme être humain. J'essaie pas d'accrocher après le passé, j'essaie pas de m'accrocher avec... Surtout, faut pas que je souffre. Non, au contraire, laisse-toi goûter. Laisse-toi même goûter ce que c'est. La souffrance. La souffrance. De toute façon, la vie humaine a de la souffrance sous bien des formes. Rentre dedans. Va voir la sagesse qui est là. Va voir tes stratégies de protection. Elles sont tellement riches de ton histoire. Et le courage de te rencontrer. Oui. Ne pas faire de l'évitement. Exact. Exact. Tu as également formé en résilience et leadership conscient à l'Université de Californie, hein? Est-ce que ces deux mots-là vont ensemble, résilience et leadership? Ah, définitivement, mon Dieu. Et juste pour recadrer, parce que j'ai été étudiante. J'ai pas enseigné. Okay. Oui, c'est important parce que D'accord. Si un jour ça arrive, j'avoue que je serais assez impressionnée. Là. Mais non, j'étais étudiante pour apprendre résilience et leadership. Et leadership, oui. Exact. En fait, un manager ou un gestionnaire, homme ou femme, peu importe, qui ont appris effectivement que les difficultés managériales dans une entreprise ou dans une équipe est source d'évolution, est source de partage. Ça fait un gestionnaire beaucoup plus courageux, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus capable d'amener des conditions de sécurité. Et la personne va être beaucoup plus capable d'entendre, de questionner, de que le vrai sorte. Et pour moi, dire le vrai, c'est d'informer la vie de ce qui est là. Et en informant la vie, on est capable de gérer et d'évoluer comme être humain. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans la résilience, il va faire beaucoup d'évitement, ce que tu disais. Alors, on va éviter les conflits, on va éviter de traiter certaines choses. Pourtant, je sens mes collaborateurs, mes collaboratrices dans l'équipe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est d'avoir ce courage de poser la question. J'ai remarqué. Peux-tu nous informer de ce qui t'habite? Parce que peut-être ça va nous donner de l'information sur où on est rendu comme équipe pour aller plus loin. Alors, les managers, les gestionnaires qui sont résilients vont avoir ce courage naturel d'aller là. On entend souvent, de nos jours, parler de... ça devient même une compétence d'être un gestionnaire conscient, d'avoir un leadership conscient. Là, depuis, je ne sais pas, peut-être 2-3 ans, c'est tellement, comment je veux dire, ce qui fait partie maintenant des compétences recherchées. Mais selon toi, est-ce que c'est une nouveauté ou c'est quelque chose que maintenant, on en parle librement, peut-être, mais... C'est très intéressant comme question. Moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on en parle. À cause du milieu dans lequel moi je baigne, parce qu'on baigne constamment depuis 35 ans dans ce genre de discours-là. Mais tant mieux si les chocs sociaux et que les gens sont tannés de répéter les guerres et tout ça, qu'ils disent, mais si on faisait autrement, parce que pour moi, c'est des occasions de résilience collective et mondiale aussi, d'arrêter de répéter les mêmes patterns over and over again. Alors, la notion de conscience permet de donner une chance qu'on fasse autrement. Alors, tant mieux qu'on recherche ça, des gens conscients et qu'on légitimise les gens, enfin, qui se posent des questions.
pour oui, dire. Tout à fait. Puis ça a été un truc, alors selon moi, hein, peut-être c'était avant, mais post-pandémique, ça veut dire on recherchait là maintenant des leaders, des dirigeants qui étaient capables de comprendre le contexte et de comprendre aussi leurs employés, donner plus de latitude, etc. Et de construire l'avion en plein vol, hein, cette pandémie, ce qu'elle nous a apporté, demande de la conscience. Voilà. Parce que si je ne suis pas consciente, je vais rechercher à revenir comme avant. Et la chance incroyable de coronavirus et du post-pandémique, tout ce qu'on doit réinventer dans nos équipes de travail, juste la façon de télétravail présentiel, c'est énorme comme questionnement. Mais il y a des gens qui sont complètement perdus. C'est vrai que nos critères, nos repères sont bousculés. Mais comment on va faire? Je ne le sais pas, Marjorie. Mais ça va demander beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, beaucoup de conscience. Communication. Et surtout le danger, attention, pas vouloir faire comme avant. Oui. Prenons cette chance courageuse d'inventer quelque chose de nouveau. Toujours en compagnie de Renée Rivet, présidente fondatrice de Regain, groupe conseil, firme spécialisée en management. Renée, tu as dit, s'il y a de la guerre dans le monde, c'est parce qu'il y a de la guerre en nous. Oui. Alors, j'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, c'est la fameuse approche systémique. Oui. C'est tout ce qui se passe en nous, se passe dans le monde, ce fameux principe du 1. Je crois beaucoup que nous sommes tous de la même conscience. Et si je ne réussis pas à apaiser en moi des choses, je vais inconsciemment rechercher des situations, co-créer des situations qui vont répéter des situations de tension, de conflit. Et ça va se répéter de génération en génération. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le concept de leadership conscient, d'où la grande joie que j'ai de parcourir le monde et d'accompagner ces chefs d'entreprise qui recherchent la conscience, où j'ai l'impression d'avoir, à ma petite mesure, j'aide cette chance à la vie de transformer quelque chose. Imagine que chaque chef d'entreprise qui je sais pas, qui accompagne 500, 1000, 2000, 5000 personnes, s'il sait s'apaiser en lui et en elle, ben, il va contribuer dans la paix de sa propre entreprise. Et ces familles-là, de ses employés, ses collaborateurs, ben, ils risquent de aussi avoir cette paix qui s'installe. Mais je crois fondamentalement que c'est en ne faisant que miroiter, transférer ce qu'on porte déjà. Ce qu'on porte déjà. Ah, oui. Ça m'amène à parler du courage, le courage d'être soi. Je sais que souvent tu poses la question et on te répond certainement, ben, le courage d'être soi, c'est d'être en phase avec ses valeurs, etc. Donc, alors, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est quoi le courage d'être soi? Et ce qui est intéressant, effectivement, la première question, c'est être soi, c'est quoi? Être soi, c'est quoi aussi? Parce que, puis c'est ça, c'est uniforme, peu importe dans quel pays je suis, c'est très infraculturel. Les gens nous répondent exactement ce que tu viens de dire. Et ce qui est beau, c'est que je les amène dans leur corps physique. Et tous les gens me disent, ben, je me sens apaisée, je me sens bien, j'ai la mâchoire relaxe, j'ai les épaules qui sont déposées, je suis plus présente, je suis plus à l'écoute, je ressens la joie, je ressens... Alors, il y a comme quelque chose qui fait, là, je suis là. Je suis moi. Et l'autre question, c'est, ben, ça serait le fun que tout le monde soit comme ça. Exactement, oui. Comment ça se fait que c'est pas comme ça? Et bien sûr, il arrive après les échanges, ben, ça revient toujours à la même chose. Peur du rejet, peur de l'abandon. Si je suis vraiment moi, est-ce que je vais recevoir effectivement du jugement? Exactement, Est-ce que j'ai le droit vraiment d'exprimer ce qui m'habite? Où je suis pris avec plein de conditionnements culturel, familial, je ne pourrais pas être moi. Donc, je vais recommencer des stratégies de protection. Et là, ben, c'est sûr que là, les gens arrivent avec leur malaise. J'ai une boule dans l'estomac, j'ai mal aux épaules, je fais des sinusites à répétition, j'ai le cœur qui palpite. Et c'est un signe physique que je ne suis pas tout à fait à la bonne place. Et est-ce que je vais avoir le courage de le dire? Et c'est d'avoir le courage du risque de ce que c'est que d'être soi. Exactement. Et la première crainte, c'est par rapport à sa propre famille. En effet, c'est ça. Et le clan culturel.
de peur d'être rejeté des siens. C'est une peur primitive. Nous sommes des êtres grégaires, nous sommes des êtres sociaux. On est terrifiés par le rejet et l'abandon. Donc, on va rester fermé. Et je le comprends. C'est là que ça demande énormément de courage. De courage. Et de courage de passer à l'action après avoir eu cette conscience d'être soi, cette avec affirmation. Respect, avec douceur, mais avec positionnement. C'est un chemin. Et ça se fait avec la vie adulte. Ça se fait quand mon préfrontal est mûr pour ça. C'est pour ça, se faire accompagner, discuter avec des gens, voyager, construit ma façon de me voir pour un jour avoir le courage de dire voici ce que je porte en moi qui fait que je me sens bien avec ces croyances-là, avec ces attitudes-là. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup les gens qui viennent de d'autres pays, qui arrivent en immigration. Ça demande un courage fou de faire ces choix-là. Il y en a que c'est obligé, puis il y en a que c'est des choix. Mais c'est toute une route. Toute une route de résilience. C'est un gros wow. Renée, une autre belle phrase qui vient de toi, tu dis que le chemin humain que nous sommes venus faire ici, c'est non seulement d'aller chercher notre zone de lumière, mais c'est aussi d'avoir le courage d'embrasser l'ombre. J'ai adoré cette phrase. Donc, comment faire pour embrasser aussi l'ombre, tout en recherchant notre lumière? C'est ça, les deux vont de pair. Si je prends pour acquis que je porte toutes les expériences que je suis je porte aussi l'expérience de la violence, du jugement. Donc, je suis aussi ça. Si je veux vraiment m'apaiser, il faut que j'aille le rencontrer. Et s'asseoir dedans, c'est pas facile. Notre propre jugement à soi. Et en même temps, quand on comprend derrière la colère, la violence que je peux ressentir en dedans de moi, je vois aussi le besoin qu'il y avait derrière. Et c'est le même besoin que mon besoin de lumière. C'est d'être reconnu, d'être vu. Parce que derrière la violence, il y a souvent, je n'ai pas été vue, je n'ai pas été reçue. Et c'est de traverser ça pour aller toucher à cet espace-là. La violence se termine, s'apaise, elle n'est plus nécessaire. Et ça me permet d'arrêter, en tout cas de moins juger certains comportements. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Quand je résiste, quand je veux argumenter, qu'est-ce qui se passe pour moi de rencontrer mon ombre? C'est ma plus grande sagesse. Mais elle, on veut la mettre de côté. Non, viens, je t'invite à souper. Viens me raconter ce qui est dur pour moi de me dire, parce que tu te manifesterais pas de cette façon-là. Fait que d'avoir cette bienveillance envers soi dans les endroits où je me sens moins belle, puis moins cute, puis moins sexy. Mais en même temps, ça parle de moi et ça parle des autres humains. En effet. Si je suis capable d'aller là, je suis capable d'aller avec l'autre aussi. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Au micro avec Renée Rivet, présidente fondatrice de Regain Group, conseil firme spécialisée en management. Alors, Renée, maintenant j'aimerais concrètement que tu nous parles des services offerts justement par ta firme et surtout aussi de l'approche que tu utilises. Notre firme est spécialisée en management et surtout en dynamique d'équipe. Fait que nous, on travaille avec le ou la gestionnaire de l'équipe qu'on prépare avant pour amener dans son équipe toute cette notion de sécurité entre les gens. Fait que ça, c'est vraiment notre expertise première et on offre bien sûr du coaching pour continuer à accompagner soit le ou la gestionnaire après et ou certains membres de l'équipe. Alors, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on prend vraiment une approche systémique et grâce à la méthodologie qu'on a développée avec Tintin Milouada, c'est que ça devient le système de référence. C'est-à-dire que quand le ou la gestionnaire, la personne va nous parler de sa dynamique. Et nous, on va trouver, à travers ce qu'elle va nous raconter, les comportements qui sont positifs et qu'on va faire passer à travers les personnages. On ne parle jamais de personnes en particulier. D'accord. Et les comportements qui amènent des incompréhensions, des tensions, de la colère, des fermetures et qui ne servent pas le but de l'équipe, qui bloquent un peu le système. Et encore une fois, on va les faire passer à travers les personnages pour amener de la compréhension, pour amener une sécurité, de dire, mais
pourquoi j'ai peur de ce comportement-là. Comme par exemple, je prends Tournesol scientifique, qui est un perfectionniste. Perfectionniste, exactement. Mais c'est pas facile pour un perfectionniste de diminuer sa perfection. Non. Être perfectionniste amène des problèmes de souplesse. C'est très noble d'avoir de la rigueur, mais à un moment donné, c'est qu'on n'a pas le temps toujours d'aller autant en profondeur et c'est pas nécessaire dans certains travails d'aller aussi loin dans la perfection et c'est pas demandé, mais la personne ne peut pas s'en empêcher. Alors pour moi, je sais qu'il y a un trauma derrière qui traîne là. Oui, tout à fait. Mais en passant par Tournesol scientifique, puis on explique son besoin et souvent la personne elle-même va dire « mon Dieu, pourquoi j'ai besoin d'aller si loin que ça? » Et les autres collègues font « Ben oui, mais là, on comprend pourquoi tu veux le faire. On comprend ton intention positive, belle chérie d'amour. » Ah oui. Donc, on voit ça différemment après. Mais oui, là, on comprend ce que l'autre porte. Mais à la fois, j'ai un Tournesol scientifique et à la fois, j'ai une partie Milo qui ne va pas dans cette perfection-là, va juste dans la minutie, mais ni plus ni moins. C'est ça, oui. J'ai les deux parties à l'intérieur de moi. Oui. Fait que la personne peut s'auto-récupérer, de dire, ben oui, ben là, je parle à ma partie Milo. Exactement. On amène les gens à s'auto-parler, s'auto-réguler. Oui. Et ça l'amène le collectif à auto-régulariser l'équipe. Et là où la gestionnaire peut enfin partager sa responsabilité de gestion avec les autres, de dire on est tous co-responsables. C'est pas juste sur les épaules de le ou la gestionnaire. La gestionnaire est là pour créer les conditions nécessaires. La condition, bien sûr, oui. Et ça sera au niveau organisationnel. Mais nous, on arrive au niveau humain. Notre travail, c'est d'amener de la sécurité. À travers quelque chose qui est humoristique, que tout le monde connaît, qui semble très facile, mais qui est en même temps très profond. Très profond, exactement. Alors, c'est ça, ce jeu de vulgarisation qu'on a réussi à faire de la complexité humaine. C'est pour ça qu'on accompagne des gens de tout acabit, des équipes de partout. Mais ça doit être très intéressant. Ça mettrait Tintin, c'est quoi au juste? Moi, j'essaie de me catégoriser, là. Ah, ça, c'est la question toujours que les gens disent, dis-nous en plus, dis-nous en plus. Ben, si je peux le faire très, très brièvement. Brièvement, bien sûr. Et ce qui est intéressant dans les quêtes identitaires que je vais te nommer, c'est que c'est une recherche que j'ai faite avec une équipe de soignants en fin de vie, en soins palliatifs. Oui, on va en parler Et ça fait une vingtaine d'années que j'ai fait ça. Et on s'est aperçu que des gens qui mouraient sereins, d'autres, pas du tout. Puis on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on a trouvé des quêtes identitaires des personnages. Les grands Tintins, il y en a qui vont se reconnaître, et c'est qu'ils ont besoin profondément pour se donner de la valeur d'être humain, d'avoir contribué à faire évoluer quelqu'un ou quelque chose auquel ils croient, et d'avoir été intègres dans leurs valeurs personnelles. C'est pas le regard des autres, c'est le leur sur eux qui est important. Et ça, c'est déjà énorme. Fait que tu vois toute la plus-value d'avoir des grands Tintins dans une équipe. Les grands Milous, ce sont des gens qui, identitairement, pour se donner de la valeur, ont besoin d'avoir bien joué leur rôle, tel que planifié. C'est complètement un autre monde, là. Ah oui. Mais c'est complètement un autre monde, là. Fait que les grands Milous, ils ont une place très privilégiée aux côtés de Tintin. Alors, Tintin, c'est un idéaliste, mais il a besoin de structurer son idéal. Il va avoir besoin de la partie Milou, qui va être non émotionnelle, mais qui va être très structurée, très structurant. Il y a Haddock est le moins bien compris des 5 personnages, qui est le plus intense. C'est notre pompier intérieur, c'est notre guerrier intérieur. C'est la partie de nous qui a besoin de donner toujours son 110% et de dire sans retenue ce qu'ils ont à dire. Ici, maintenant. C'est quelqu'un de très courageux. Il voit ce qui est et dit ce qui est selon lui. Alors, imagine l'authenticité que ça amène. Puis ça fait aussi réagir, ça amène des résultats concrets. Ça va aider à construire les projets parce que concrètement, on fait quoi avec ça? Puis ils sont très sensibles aux non-dits, bien sûr. Fait qu'ils vont faire exprimer les choses dans une équipe et à l'intérieur de soi aussi. C'est intéressant, oui. Dupont, ils sont 2, hein? Oui. Ils sont 2. Fait que c'est la relation. Ah oui. Eux, ce qui compte, c'est créer de l'harmonie autour d'eux et de vivre des relations de réciprocité. Et alors, tu t'imagines ce qu'ils amènent dans une équipe? Leur travail, c'est d'amener de l'harmonie. C'est pas d'idéaliser un projet, c'est pas de structurer un projet, c'est pas de lever les pierres dans un projet, c'est de s'occuper des humains. Et il y a Tournesol, notre partie Tournesol, c'est notre partie qui s'occupe de nous. De nous, OK. Alors, c'est la partie de nous qui s'embule. Notre jeu devient très important parce qu'effectivement, c'est là qu'on connaît nos besoins, nos passions, ce qui nous intéresse. Les autres ne sont pas importants. Alors, c'est la partie de nous qui soit scientifique ou artiste. L'artiste en nous permet d'aller
explorer des champs nouveaux. Fait que tu vois, quand je suis partie en Inde, je suis partie ailleurs, c'est ma partie de tournesol artiste. D'artiste. Quand je dis que j'ai besoin de me perdre, ben, c'est mon tournesol artiste. Mais les grands Milou font, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Mais t'as-tu organisé quelque chose? Non. Mais les gens ne se comprennent pas. Mais moi, ma partie artiste a besoin d'aller ailleurs. Et le scientifique, c'est la perfection. C'est de savoir devient mon identité. Très intéressant. Je vois déjà bien pour la dynamique. Oui, on a besoin des cinq. Vraiment, oui, tout à fait. Absolument des cinq. Ouais. Puis elles nous habitent les cinq. C'est comment on va créer un dialogue pour les mettre à bonne place. Puis je vais m'occuper de ceux qui sont en forme. Je vais les envoyer dans l'équipe s'exprimer. Puis ceux et celles qui sont blessés, mes parties qui sont blessées, je vais en prendre soin. C'est ma job. C'est ma job d'en prendre soin. René, lors d'une entrevue, tu as évoqué une formation que tu donnais à des dirigeants. Hein, donc, c'était très, très rationnel pour moi, selon ma perception. Mais il y a un phénomène qui s'est passé, c'est que on n'était peut-être pas dans l'émotion, mais les gens se sont mis à pleurer, Donc, quel a été ce phénomène? C'était un point marquant. Quand on parle que dans notre vie, il y a des points marquants, c'était un point de bascule pour moi aussi. C'est que c'était un congrès international, une association qui s'appelle l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management. C'est de regroupement des chefs d'entreprise pour développer leur conscience et leur sensibilité comme humains à devenir de meilleurs gestionnaires. Et je me souviens, il y avait 3400 chefs d'entreprise. Puis on était peut-être une centaine d'experts qui avaient été invités et on m'avait demandé l'expertise de la résilience que je connaissais bien, puis ça allait. Mais là, sauf qu'ils m'ont demandé de faire un atelier sur le courage d'être soi. Puis ils m'ont demandé de raconter mon histoire de chef d'entreprise, mais d'humain, de femme, de mère, d'humain. Je n'avais jamais raconté toute mon histoire devant public. Mes proches, bien sûr, le connaissent, mais pas devant public. Alors moi, tout naturellement, mais moi, j'étais avec des pairs à quelque part. On est tous des chefs d'entreprise. Donc, il y avait 350 personnes dans la salle. J'ai dit, on va créer quand même cette intimité. Et dans mon histoire, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne peux pas savoir exactement où, mais les 350 personnes se sont levées d'un bond, se sont mis à pleurer, se sont pris dans les bras les uns des autres. Je me mets à pleurer. Moi aussi, je ne comprends rien de ce qui vient de se passer. Mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'on faisait un seul cœur à 350 personnes. J'avais jamais vécu ce truc. Et là, les 350 personnes ont quitté et ont été contaminées les 3400 personnes. Et c'est là que j'ai eu des demandes d'aller intervenir à Moscou, à Singapour, à l'île Maurice, en France, un peu partout. Je dis, mais ma vie est en train de changer. Et le même phénomène est arrivé auprès d'un autre organisme. Et là, on était 1800 personnes. Et je fais la conférence de fermeture. Je n'ai que 45 minutes. Sur le courage d'être soi, le même phénomène arrive. 1800 personnes se lèvent d'un bond, se mettent à pleurer. Et c'est pas de la tristesse, c'est un pleur de gratitude, c'est un pleur d'humanisme. Et tout le monde se prend dans les bras. Je pleure de nouveau sur scène. Je sais pas ce qui se passe. Je suis envahie par une émotion que je connais pas. Je descends de scène. Il y a au moins 50 personnes qui m'attendent pour que je les prenne dans mes bras. Et ça pleure dans mes bras, mais je fais, c'est quoi ça? C'est quoi ça, exactement, oui. Et quelques personnes m'ont dit à l'oreille, en pleurant, c'est la première fois que je me sens en sécurité avec un être humain. Oh, OK. Et c'est là que j'ai dit, il faut que j'aille voir c'est quoi. Et c'est là que j'ai été chercher. Et j'ai commencé ma curiosité sur neurosciences et résilience. Tout ce qui est au niveau du experiencing, somatic experiencing. Et j'ai été chercher une formation trauma. C'est quoi qui se passe au niveau neurologique? Et c'est là que j'ai compris plein de clés. Que ma seule présence, si je suis dans un espace apaisé, je vois l'autre dans le meilleur de lui-même, quelque chose se dégage de moi. Les neurones miroirs de l'autre vont le sentir. C'est ça qui est arrivé. J'ai touché 1 cœur, 2 cœurs, 3 cœurs qui se sont touchés. Ça fait une espèce d'explosion d'une énergie que j'avais... C'était tellement dur à expliquer. Puis aujourd'hui, on m'invite à
je fais une autre tournée, là, je pars 2 mois cet automne. Oui. Et c'est ça qu'on me demande. René, tu vas nous faire pleurer. Tu vas nous faire pleurer. Mais j'ai pas le pouvoir de vous faire pleurer. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de me toucher. Et ça va être exigeant d'être avec vous parce que je devrais me toucher. Oui, exactement. Et c'est mon seul travail. Oui. Et Inch'Allah. Si ça vous amène les pleurs, ben, tant mieux, mais c'est parce que j'ai pas ce pouvoir-là. Par contre, j'ai celui d'être proche de moi. Si ça vous touche, tant mieux. Tant mieux. Incroyable. Donc, avec tous ces bagages, tout ce que tu nous racontes depuis le début de l'émission, tu t'impliques également à la Maison des soins palliatifs. C'est un bénévolat. Pourquoi avoir choisi ce genre de bénévolat? Je ne sais pas si je l'ai choisi ou c'est la vie qui l'a choisi. Oui, je comprends. Je ne m'attendais pas, même si ça fait longtemps que je suis intéressée par ça. Mais c'est arrivé, c'est un concours de circonstances qui fait qu'il manquait de bénévoles aux soins, puis j'ai fait, j'ai levé la main. Oui. Sans être conscient de ce que ça voulait dire. Et ça a été honnêtement très bousculant. Parce que je ne m'attendais pas d'être si proche de l'intimité de gens en fin de vie, en donnant aidant les infirmières à leurs soins. On ne m'a jamais appris à changer une culotte d'aisance ou de laver des dentiers ou de faire des bains thérapeutiques. Une fois que j'ai senti que je pouvais avoir une petite compétence là-dedans, puis la développer, et c'est là que j'ai pu voir la richesse d'être aussi proche d'un être humain, où il n'y a plus de masque. Tout est vrai. Et comment des gestes du quotidien qui sont très banals en apparence nous amènent dans un espace où un seul regard fait la différence. Où les gens savent très bien qu'ils sont en fin de vie. Et notre qualité de présence, quand je parle effectivement cette conscience de rayonner quelque chose d'apaisant, leur neuroception, elle est multipliée par 10, 15, 30. Ils nous sentent tout de suite. Alors ça, c'est honnêtement là que je me sens le meilleur être humain au monde. Parce qu'il n'y a plus de masque. Le vrai est là. Et mon regard dans leurs yeux, il n'y a personne d'autre que nous deux qui le voyons, qui le sentons. Et je ne sais pas ce que ça fait, je ne sais pas ce que ça donne, mais moi, quand je quitte la maison Michel Sarrazin, je sais que j'ai été un bon être humain. Et je vous ai dit, je suis super émue. Et ce n'est pas de la tristesse, c'est tellement grand. Il y a tellement de vie. Jusqu'à la fin. C'est comme chez l'art, la vie m'a appris à voir le vivant. Et c'est le plus grand des exercices. C'est pas le corps humain que je vois qui est en fin de vie, qui ressemble pas au tien ni au mien. Il y a des plaies ouvertes. C'est pas ça que je vois. Et j'ai comme l'impression que les gens le sentent, les patients le sentent, que je vois leur lumière. Je vois le meilleur d'eux. Est-ce que ça a changé ta vision de la mort? Ah oui, je suis très à l'aise avec la mort. La mort, pour moi, c'est juste une transition. C'est aussi beau que la naissance. C'est même plus beau que la naissance. C'est une transition vers une libération, vers son être encore plus léger, dégagé de ce corps humain qui a sa densité. Mais pour moi, c'est un immense privilège. J'ai absolument pas peur de la mort. Absolument pas. Incroyable. Je trouve ça beau même. Oui. Il y a des gens qui meurent sereins, bien sûr, mais même pour les gens que c'est plus difficile d'être à leur côté, puis si ça peut amener un petit peu d'apaisement, j'aurais contribué à quelque chose de grand. C'est un bénévolat que tu vas poursuivre assez longtemps? Je rêve d'être bénévole, puis d'avoir ma médaille de 15 ans de bénévolat. Je rêve. Non, vraiment. J'en ai besoin même. Une journée par semaine, j'en ai besoin. Parce que ça t'apporte autant que tu peux apporter? Complètement. C'est très égoïste. Et ça me garde dans le juste. Ça me garde dans le juste. Là où tu es rendu dans ta vie, est-ce que tu as encore des ambitions, tu as encore des objectifs, des choses que tu veux réaliser ou quelque chose que tu aurais voulu réaliser que tu n'as pas encore fait? Et quelle belle question. Je pense que je suis rendue dans le stade de ma vie où, je suis mamie. Et pour moi, je pense que la vie m'a amenée à être mamie. D'être la plus... Offrir ce regard que j'ai sur mes petites filles, Zoé et Léonie, de pouvoir les voir dans leur lumière. Et ils vont vivre leurs moments difficiles, comme n'importe quel être humain, mais s'ils peuvent se rappeler du oh boy de l'amour que je porte pour elles. Et puis c'est fou parce que parmi les chefs d'entreprise que j'accompagne, le nombre de personnes qui me disent mes plus grands tuteurs de résilience ont été mes grands-parents. Ah oui.
Et si je peux être des tuteurs de résilience pour mes petites, tant mieux. Et c'est d'être le plus proche de moi, d'être la plus sereine possible, de faire le ménage de mes propres traumas, puis m'apaiser pour que ça n'aille pas dans les autres générations. Ouais. C'est ma plus belle façon de les aimer. Et ça reste ça, puis de profiter de la vie le plus possible et de continuer à simplement savourer ce qui est là, puis j'espère jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Puis de prendre la vie comme elle viendra. Je pense que mes grands défis de vie sont pas mal dépassés. Sont dépassés. Sont dépassés. Puis il y en aura d'autres sans doute, mais je pense que je commence à avoir un coffre à outils qui me permet. Puis je suis tellement bien entourée, Marjorie. Oui. Je suis tellement bien entourée par des amis chers. C'est comme... Puis j'ai aussi des thérapeutes. J'ai tout un réseau de soutien que je me suis bâti. Oui. Et je sens que j'ai ce qu'il faut pour peu importe ce qui va arriver. Je serai capable de le rencontrer. Ouais. Tu nous parles de ton rôle de mamie. Tu as été aussi dans le rôle de maman. Est-ce que tu as pu transmettre, c'est ton fils. Est-ce que tu as pu lui transmettre un peu, je veux dire, ce que tu as appris pour lui donner un petit peu plus d'outils dans son coffre? Bien, je le souhaite. Mon fils a son propre chemin, a ses propres valeurs, puis il est en train de construire sa vie d'adulte. Ouais. Donc, il a eu besoin, je pense, de marcher sa propre route, s'éloigner de moi, qui est très sain aussi. Oui. Puis je crois que les années vont nous rapprocher. Mais il a été à mon contact et au contact de son père. Donc, et je sais que maintenant, c'est prouvé en neurosciences qu'on hérite de 3 à 5 générations traumatiques. Oui. Alors, il porte les siens et je sais que son père et moi, on tente de se transformer dans nos propres traumas familiaux. Donc, c'est un grand souhait que notre fils puisse en bénéficier. Mais on sait aussi qu'avec nos petites, en tout cas, papy et mamie sont très conscients. Et ça, on a une grande chimie. Avec elle, oui. Oui, tout à fait. Mais j'ai appris avec la sagesse de laisser aussi notre fils sur sa route à lui. Oui. Il a son rythme, il va se rencontrer à sa façon. Je lui fais confiance. C'est bien dit. De retour avec Renée Rivet, présidente fondatrice de Regain, groupe conseil, firme spécialisée en management. Renée, la question qui tue. Est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours de vie? Si tu m'avais posé la question à 40 ans, j'aurais eu l'arrogance de dire oui. Oui. Parce que je pense que je n'avais pas été rencontrer justement ce que j'aimais pas de ma vie. J'étais plutôt en rébellion de ce que j'aimais pas de ma vie. À 62 ans presque, ma réponse serait bien sûr non. Parce que je sais que tout ça me construit. J'aurais sans doute voulu éviter des périodes difficiles de ma vie. Mais ça m'a ramené ailleurs. Et je suis contente de ce que je suis rendue. C'est intéressant. Donc, ce qui m'amène à parler des blessures émotionnelles, c'est-à-dire que les blessures qui font aussi qu'on a tel ou tel comportement. Selon toi, comment on peut passer à travers ces blessures? On parle de résilience, mais concrètement, quelle aide que tu pourrais donner ou commentaire? Si je regarde la propre façon, parce que c'est sûr, on pourrait tomber dans la théorie, là. Oui. En fait, la résilience, je pense qu'on ne peut pas en parler si on n'a pas traversé nos propres souffrances. Tout à fait. Mais si je regarde ce que moi j'ai réussi du fait que je viens d'une expérience de vie, il y a plusieurs expériences très traumatiques de vie humaine, dont une, c'est l'abus sexuel quand on est enfant. Et dans tout ce qui est préverbal, donc avant que la parole soit là. Et moi, j'ai eu l'expérience d'être abusée sexuellement entre 2 ans et 5 ans. Donc, cette souffrance-là a tellement été intense que c'est sûr que je n'étais pas équipée comme enfant pour y faire face avec des paroles. Oui. Donc, il a fallu que je trouve des mécanismes de survie. Et un des mécanismes, ça a été de me dissocier de mon corps. Le cadeau de ça, c'est que j'ai pu voir, premièrement, qu'il y avait d'autres dimensions.
C'est un cadeau extraordinaire là, qui fait comme au-delà de mon corps physique, mais le corps physique est excessivement puissant. Et quand il est venu le temps adulte d'aller visiter ces espaces-là, je peux te dire que ça ne me tentait pas beaucoup. Oui. Mais je voyais bien tous les mécanismes qui étaient restés de ce traumatisme important. Et comment j'ai réussi à le traverser, c'est il fallait que je sois accompagnée par des gens solides. Oui. Donc, le choix de nos thérapeutes, de nos coachs, on ne peut pas être résilient seul. Et c'est confirmé par la science. C'est que sinon, je suis pris dans mes schèmes, je suis pris dans ma terreur. Et notre cerveau limbique, la façon dont il est fait pour nous faire éviter la souffrance. Donc, c'est pour ça qu'on se dissocie, c'est pour ça qu'on vient dans le déni, c'est pour ça qu'on va engourdir, on va banaliser, on va rationaliser pour surtout pas y toucher. Alors, une fois qu'on sait ça, c'est d'accepter d'y toucher. Oui. Et ça demande énormément de courage de faire, on va s'agripper, là. C'est ça. On va y aller, mais il faut être accompagné par des gens. Donc, accepter la souffrance, rentrer dedans. Et quand on sait que notre système nerveux peut métaboliser en 1 minute et demie jusqu'à 4 minutes l'émotion forte. Oui. Tu comprends-tu que ça vaut la peine d'y aller? Ça va durer ça va faire une vague. Mais si on ne l'a pas expérimenté, puis on n'est pas convaincu qu'on va en sortir, on est sûr qu'on va en mourir, Marjorie. Fait qu'on va tout faire pour ne pas y aller. Fait que ça nous prend quelqu'un de sécure à côté de nous qui va dire « Je vais être à côté de toi, je vais te tenir la main s'il faut. Rentre dedans. Tu n'en mourras pas. » Et là arrive l'expérience de la souffrance métabolisée. Ça nous fait mal dans notre corps physique, on veut vomir, on veut sortir de là, mais on tient la main de l'autre, puis on respire ensemble. Et tout à coup, on sent la vague qui remonte. Et là, tu prends ton air, puis là, tu fais « Quel dégagement! » Mais il faut l'expérimenter pour le croire. Alors, j'invite les gens qui ont des terreurs, allez vous chercher des thérapeutes solides et tenez-leur la main, puis allez-y. Allez-y, allez voir ce que ça va faire vivre. D'avoir ce courage, raconter son récit, sans honte et sans gêne, va aider beaucoup. Parce que la honte est le meilleur mécanisme pour s'enfermer. C'est un double trauma. C'est sûr, oui. En plus d'avoir vécu ce qu'on a vécu, on prend la honte du système. C'est sûr qu'on s'emmure. Sortir de la honte. Notre histoire, il n'y a rien de honteux à peu importe l'histoire. C'est une traversée. Alors déjà là, de le raconter à des gens qui vont entendre, on ne traumatisera pas l'autre, mais on va trouver les bonnes personnes, on va recevoir de l'empathie et juste de se raconter vient apaiser quelque chose. Ça me donne accès à mon histoire. Et d'avoir de l'espoir que la vie va toujours trouver. Ça. Mais d'informer la vie. Informe la vie de ton histoire, informe les tiens de ton histoire pour qu'elle ne se répète pas. Mais apaise-toi dans ton histoire et raconte-la. D'où l'importance de raconter. Moi, j'ai écrit mon histoire pour qu'un jour, que si mes petites filles veulent la lire, elle est disponible. Pour que la traversée, qu'ils puissent comprendre d'où ce qu'elles viennent aussi. Puis mon fils aussi s'y est intéressé un jour à lire. Il en connaît quand même une bonne partie, là, mais elle est écrite. D'avoir de l'humour, d'être capable de savoir dédramatiser ce qu'on vit. Déjà, ça nous dit, ça nous sort du drame. Exactement. Puis l'écriture aussi devient un peu thérapeutique aussi, de coucher tout ça. Écriture, la musique, écrire, dessiner, tout ce qui est d'art peut nous sortir, et faire exprimer ce qui est là, ce qui n'est pas disable. Je peux l'écrire, je peux le dessiner, je peux le sculpter, je peux le... Et un autre aussi qui est super, les tuteurs de résilience, on les connaît. J'ai perdu ma dernière idée. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. De toute façon, René, on allait vers la fin, puis il y a un truc que je voudrais quand même qu'on parle un petit peu, c'est de la synchronicité. C'est le mot qu'on entend tout le temps. Donc, alors, la synchronicité, est-ce que c'est un hasard, coïncidence? Qu'est-ce que c'est? C'est sûr que là, c'est des croyances. Mais les miennes, j'ai vraiment, vraiment la croyance, Marjorie, que la vie est magique, c'est-à-dire mon âme agit. Si je suis en phase avec moi, si je sais vraiment être apaisée, c'est un mot que j'adore, être apaisée et je suis à l'écoute de ce qui se passe, la vie va créer des événements et j'en ai des centaines dans ma vie. Où ça fait, mais comment ça se fait que ça m'arrive? J'aurais voulu l'avoir et ça vient de m'arriver. Comme tantôt, on a eu une synchronicité incroyable, je ne sais pas si ça se raconte, mais c'est plein. J'en ai plein dans ma vie. Si j'accepte de laisser la vie me guider, de ne pas essayer de la contrôler. Exactement. Et la vie va amener quelque chose encore au-delà de mon imagination. Moi aussi, j'en ai de belles synchronicités. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en rencontrer une extraordinaire. Bien sûr, tout à fait. Je suis dans un avion. Et je rencontre quelqu'un à côté de moi
et qu'on m'avait... J'avais le pressentiment que cette personne-là, je la connaissais. Oui. C'était une pure inconnue, là, mais j'avais le sentiment que je la connaissais. Mm-hmm. Et c'est dans cette rencontre que j'ai fait 2 ans d'aide humanitaire aux Philippines. Oui. Et ça a été une rencontre, mais c'est magique, mais c'est comme si c'était exactement ce que je cherchais, assis à côté de moi dans l'avion. Dans l'avion. Quel incroyable. C'était au-delà de ce que j'aurais même pu penser. Alors, à côté de moi. Incroyable. Belle synchronicité. Alors, sur ces mots d'espoir aussi, hein, donc d'avoir autant de synchronicité dans nos vies qui peuvent nous apporter des opportunités et d'autres, et de belles histoires aussi. Totalement. Alors, Renée Rivet, vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis j'ai été ravie de t'avoir eu au micro. Merci, Marjorie. On a parlé de beaucoup de choses. Hein? On a été un peu dans l'émotion aussi, totalement. Mais c'était important. Donc, je voudrais te remercier pour cette authenticité dans tes réponses. Merci à toi d'avoir osé. Alors, je rappelle que mon invitée est Renée Rivet, présidente fondatrice de Regain Groupe Conseil, firme spécialisée en management. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.